Au sud de Delhi, Agra, le paradis. Du XVIe siècle au XVIIe siècle, la ville est capitale et connaît son apogée sous les règnes successifs des empereurs Akbar, Jahangir et Shah Jahan. C'est ce dernier qui fait construire le Taj Mahal en 1631 avant de transférer la capitale de l'Empire à Delhi. Aujourd'hui, Agra attire des millions de touristes en raison de la présence majestueuse du très célèbre mausolée. Le complexe funéraire du Taj Mahal est construit avec des matériaux provenant de diverses régions de l'Inde et de l'Asie. Plus de 1000 éléphants seront employés pour transporter les matériaux nécessaires. Vue des jardins, la majesté du Taj Mahal en impose. On marche doucement, comme dans un rêve, vers ce tombeau de marbre blanc nimbé dans une ouate nuageuse qui en accentue la magie. Le plan des jardins suit la description du paradis avec ses 4 rivières d'eau, de lait, de vin et de miel. Le dôme central du tombeau est entouré par 4 minarets identiques. Ce sont 28 types de pierres précieuses et semi-précieuses qui composent des calligraphies et les motifs de marqueterie incrustés dans le marbre blanc. À l'origine de ce sublime mausolée de marbre blanc, l'amour passionnel de l'empereur Shah Jahan pour sa compagne Mumtaz Mahal, qui, en persan, signifie la lumière du palais. Elle meurt le 17 juin 1631 en donnant naissance à leur 14e enfant. Effondré à sa mort, il voulut lui rendre le plus bel hommage qui soit. Résultat, ce lieu aussi majestueux que poétique. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO, le Taj Mahal est le premier site touristique d'Inde où se pressent chaque année 2,5 millions de visiteurs. À la gauche du Taj Mahal se trouve une mosquée faite de grès rouge qui marque un fort contraste avec le Taj Mahal en marbre blanc. La mosquée Jama Masjid a été construite afin de sanctifier l'endroit et afin de fournir un lieu de culte aux pèlerins. Du côté droit se trouve une réplique exacte de la mosquée destinée à maintenir la symétrie architecturale. Mais ce pavillon n'est pas employé comme mosquée car il n'est pas orienté vers la Mecque. L'encadrement des arcs et les tympans sont revêtus de marbre blanc. Les tympans sont entièrement recouverts d'arabesques florales en marqueterie de pierre. Les structures de la mosquée et du pavillon sont identiques. Elle comporte une imposante salle de prière de forme oblongue composée de 3 travées voûtées. Le choix des textes du Coran qui sont calligraphiés sur les murs du Taj Mahal semble caractériser avec insistance ces lieux comme une image du paradis. Une véritable allégorie du jour de la résurrection, lorsque les morts se lèvent pour comparaître devant Dieu qui leur dit « Ô toi, âme apaisée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » À proximité immédiate des jardins du Taj Mahal, le Fort Rouge d'Agra, monument significatif du XVIIe siècle moghol, est une puissante citadelle de grès rouge, enserrant dans son enceinte de 2,5 km de périmètre la ville impériale avec un grand nombre de palais. La ville d'Agra ayant été choisie comme capitale par les Moghols, elle se devait de posséder son Fort Rouge, depuis lequel d'ailleurs l'empereur Shah Jahan pouvait contempler le Taj Mahal où reposait le corps de sa bien-aimée. Comme le fort de Delhi, celui d'Agra est l'un des symboles les plus évidents de la grandeur des empereurs moghols qui s'affirma sous Akbar, Jahangir et Shah Jahan. Derrière les murailles, le Jahangir Mahal est le palais construit par Akbar pour son fils Jahangir. C'est un mélange d'architecture d'Asie centrale et hindoue.
Les monuments du Fort Rouge marquent l'apogée d'un art indo-musulman très marqué par les influences venues de Perse. La citadelle impériale protège donc un grand nombre de palais féeriques, comme ici le Kas Mahal, mais aussi le Shish Mahal, la tour octogonale, ainsi que les salles d'audience construites sous le règne fastueux de Shah Jahan. On remarque également dans le complexe palatial 2 très belles mosquées de marbre blanc, dont la mosquée de la Perle. Le Diwan Ayam est le pavillon des audiences publiques ajouté au Fort Rouge par Shah Jahan en 1628. Le toit plat est supporté par 3 rangées de piliers magnifiquement ornés et travaillés. C'est là que l'empereur écoutait les doléances du peuple entouré de tapis de soie et où il recevait ses ministres en rêvant, le regard perdu, à son tendre amour disparu. Située au milieu de l'hémisphère sud, entre l'équateur et l'Antarctique, l'Afrique du Sud jouit d'un climat tempéré qui varie d'une région à une autre. Ce fut Jan van Riebeeck, le premier gouverneur du pays au XVIIe siècle, qui ordonna la plantation de vignes sur le sol sud-africain. Et si l'on peut dater les premières vendanges en 1659, les premiers colons n'étaient pas encore de très grands amateurs ni connaisseurs en vin. Il faudra attendre le gouverneur Simon van der Stel, qui plus tard donnera son nom à la région vinicole du Stellenbosch, pour attribuer toutes ses lettres de noblesse au vin d'Afrique du Sud. Depuis, il a acquis une réputation mondiale. La région des vins qui se déploie donc autour de Stellenbosch regorge de domaines semblables à celui-ci. Le Groot Constantia, qui est le plus ancien. Les demeures sont magnifiques avec des architectures typiques, Cape Dutch, le style hollandais du Cap. Le domaine Vergelegen, lui, s'étend le long des pentes du Helderberg et a acquis une réputation internationale pour la qualité de ses vins, surtout de ses rouges. Le domaine, qui fut l'un des premiers en Afrique du Sud, a su évoluer et enrichir son travail à l'aide des plus grands professionnels et connaisseurs du monde œnologique. Au fil du temps, il a été aménagé et amélioré suivant le modèle européen et est devenu une référence dans les domaines viticoles et vinicoles en Afrique du Sud. Racheté en 1985 par des Anglo-Américains, il est le mariage intelligent de la technologie moderne et du savoir ancestral. Les meilleurs crus vieillissent ici aussi, dans des fûts en chêne français. À l'opposé, dans la réserve de la montagne de la Table, au cœur de cette célèbre région de Simonsberg, se trouve le domaine de Delheim, qui a été fondé au début des années 1930 par des passionnés. Il s'étend sur les monts vallonnés en un site idéal au pied de la montagne. À force de recherche et d'expérience tant sur la nature des sols que sur celle des cépages, les propriétaires ont réussi des assemblages de Cabernet Sauvignon et de Merlot de très belle facture. Mais ce qui fait la réputation de la région des vins en Afrique du Sud n'est pas seulement son vin et ses vignobles, c'est aussi l'architecture hollandaise des bourgades avec les maisons qui ont pignon sur rue, typiques des XVIIe
et XVIIIe siècle. De nombreux propriétaires viticoles d'origine française se sont installés sur les terres fertiles d'Afrique du Sud. En 1990, Anne Cointreau, descendante de la famille propriétaire de la liqueur du même nom, fait l'acquisition du vieux domaine de Morganhof, qu'elle fait entièrement restaurer et l'ouvre au tourisme lorsque l'Afrique du Sud s'ouvre au monde en abolissant l'apartheid. Depuis, avec son jardin à la française et son restaurant gastronomique, le domaine est devenu un incontournable de la route des vins sud-africaines. Un tiers du chiffre d'affaires du domaine est d'ailleurs réalisé grâce à l'œnotourisme. Grâce au travail de restructuration et d'amélioration entrepris dans les vignes et dans le chai, un des vins du domaine a été classé meilleur vin du Nouveau Monde. Au bout de la route des vins, Franschhoek, littéralement le coin des Français. C'est ici, en 1687, après la révocation de l'édit de Nantes par le roi Louis XIV, que les premiers réfugiés huguenots, les protestants français fuyant la France à la fin des guerres de religion, s'installèrent. Après que leur navire eut jeté l'ancre au Cap, le gouverneur Van der Stel leur attribua des terres dans la région. Ici, les noms français de vignobles jalonnent la route, la Provence, l'Allée Bleue, la Motte, Haute-Cabrière, mais l'intégration s'est si bien déroulée que plus personne ne parle le français aujourd'hui. Franschhoek est donc un village africanaire, calme et propre, qui donne aux visiteurs la possibilité de goûter à une vaste gamme de vins pour accompagner la cuisine française raffinée et aussi la possibilité de visiter de superbes domaines vinicoles comme celui de Boschendal. Boschendal fait d'excellents chardonnays ou sauvignons, plus d'autres très bons vins non exportés. Ses propriétaires et d'autres luttent aussi pour garder une production artisanale de qualité face aux coopératives qui privilégient, elles, le rendement. L'Afrique du Sud est le 8e producteur mondial de vin et sa vendange est estimée à 8 millions d'hectolitres issus de 100 000 hectares de vignes, soit une surface légèrement inférieure au vignoble bordelais en France. Au Mexique, la ville de Oaxaca est située dans les vallées centrales du pays, sur les contreforts de la Sierra Madre. Capitale de l'État homonyme, Oaxaca est une ville envoûtante. Oaxaca abrite de nombreux musées et d'admirables édifices religieux, parmi lesquels se distingue la cathédrale. La construction de la cathédrale a commencé en 1535 et, en raison de tremblements de terre durant le chantier, elle ne fut consacrée que 200 ans plus tard. Dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, sa façade baroque est faite de pierres couleur gris-vert fréquentes dans les bâtiments de la ville. La porte centrale est encadrée par San Pedro et San Pablo. Au milieu de la façade, une image de pierre sculptée de Notre-Dame de l'Assomption sur les nuages. Au-dessus, un calice représente le sacrement de l'Eucharistie et au sommet le Saint-Esprit.
comme une colombe en vue de face, avec une lumière émanant derrière ses ailes déployées. Les tours de la cathédrale ont été restaurées au XXe siècle après un énième tremblement de terre. La bibliothèque municipale centrale de Oaxaca occupe une maison de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe. C'est une véritable représentation de l'architecture civile de la ville. On y découvre un joli patio avec de la verdure et les salles de lecture tout autour, dont une consacrée à la lecture de journaux. Ces 5 salles abritent plus de 6000 publications relatives à des thèmes politiques et historiques. Ville de pèlerinage, Oaxaca regorge d'églises, toutes plus belles les unes que les autres. Celle de Santo Domingo, édifiée à la fin du XVIe siècle, a une façade d'inspiration Renaissance. À l'entrée, l'arbre généalogique de Saint-Dominique de Guzman, fondateur de l'ordre des Dominicains. Nuestra Señora de la Soledad, Notre-Dame de la Solitude, est une église dédiée à la patronne de la ville, la Vierge de la Soledad. Son image serait apparue ici même. Cette église du XVIIe siècle possède une superbe façade sculptée comme un véritable retable. Construite entre 1682 et 1697 par le père Fernando Méndez, de style baroque, sa façade de pierre sculptée ressemble à un paravent. À l'intérieur, le bâtiment conserve un certain nombre d'intéressantes pièces d'art de valeur, telles que des peintures, des sculptures, des ornements religieux, un orgue daté 1686 et un beau retable de style baroque recouvert de feuilles d'or. 2 voûtes en berceau couvrent le bâtiment et des anges semblent léviter au-dessus des croyants. À la jonction des voûtes se trouve une coupole octogonale. Dans tout le Mexique, la dévotion est grande. Dès l'ouverture, les églises se remplissent pour la prière. Cette profonde dévotion n'est pas feinte et certains prétendent que c'est cette foi et ces prières qui sauvent le monde du chaos qui le menace en permanence. Les travaux de construction de l'église San Felipe Neri et de ses 2 bâtiments annexes ont commencé en 1733 et s'achèvent en 1773, date à laquelle elle fut consacrée sous le patronage de la Vierge et de San Felipe Neri, fondateur de la congrégation du même nom. À l'intérieur de l'église, une série de retables en or considérés comme les plus remarquables de la ville. San Felipe Neri est un extraordinaire témoignage artistique de l'époque baroque de la fin du XVIIIe siècle, où coexistent 2 tendances architectoniques opposées. L'une austère, conservatrice et respectueuse des canons, et l'autre débordante et imaginative, qui semble dépourvue de règles et de limites. Comme anecdote historique, notons que c'est ici, en 1841, que s'est marié Benito Juárez, le célèbre président mexicain indien, qui avait fait voter la séparation de l'État et du clergé. On retrouve le plan d'église en forme de croix latine, surmonté de voûtes dont la centrale est octogonale. Sur le retable, la Vierge surplombe San Felipe Neri. Oaxaca recèle un nombre impressionnant de bâtiments coloniaux situés en plein cœur du centre historique de la ville. L'Institut des sciences et des arts présente une façade Renaissance. Cette belle maison du XVIIIe siècle a été transformée en université au XIXe siècle sous l'impulsion du président Juárez afin que le savoir aide à l'émancipation du pays. Cette université, aujourd'hui transformée en musée, contient une très importante collection de livres constitués principalement d'ouvrages appartenant aux anciens monastères de la région. La
ville contient un certain nombre de parcs et jardins publics, dont beaucoup étaient d'anciennes terres appartenant au clergé. Autour de l'ancien couvent de Santo Domingo a été créé un jardin ethno-botanique avec des centaines d'espèces de plantes, toutes originaires de Oaxaca. Les premiers projets de construction du couvent datent de 1551 et étaient l'œuvre des dominicains. Toutefois, ce n'est qu'en 1608 que le couvent de Santo Domingo a été ouvert alors qu'il n'était même pas achevé, 2 tremblements de terre au début du XVIIe siècle ayant détruit l'ancien couvent. 4 ans plus tard, il a été officiellement inauguré et en 1623, il sera élevé au statut d'université où seront enseignées la philosophie et la théologie. Le couvent est très sobre, voire archaïque dans ce royaume du baroque qu'est le Mexique. La cour intérieure, sa fontaine monumentale et les couloirs sont d'aspect pratiquement médiéval et leur état est resté intact. Pendant plus de 2 siècles, le monastère a été habité par les moines et, à partir de 1812, il a été occupé par les armées durant la guerre d'indépendance du Mexique. Le couvent abrite aujourd'hui le musée régional de Oaxaca, avec une importante collection retraçant l'histoire de la ville. Fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Grecs, la ville antique de Jerash connut son apogée sous les Romains au IIe et IIIe siècle de notre ère. Passé l'arc de l'empereur Hadrien, voici l'hippodrome, construit à l'époque de la dynastie des Sévères dès la fin du IIe siècle. L'hippodrome est équipé de 10 portillons, des carcérès, et pouvait accueillir 15 000 spectateurs. Les courses de chars étaient un grand moment de la vie culturelle des cités romaines. On entre dans la ville par la porte sud. Ici arrivaient les caravanes en provenance d'Arabie. Plusieurs portes sont connues sur le tracé des remparts, mais seules celles du nord et du sud sont bien conservées. Les inscriptions nous apprennent que plus d'une dizaine de divinités étaient adorées dans la ville. Mais seuls les vestiges des sanctuaires consacrés à Zeus Olympien et à Artémis, sa fille, sont aujourd'hui visibles. Le sanctuaire de Zeus, implanté sur le flanc oriental de la colline, domine le site. C'est d'une alliance économique avec 10 autres villes de la région, la Décapole, et dans une période opulente que Jerash s'est développée. Durant cette ère prospère, la ville s'est ornée de rues pavées à colonnades, d'immenses temples, de théâtres, de places publiques spacieuses, de fontaines et de murailles percées par des tours et des grilles. Le tout bien agencé autour d'un plan. Hormis donc ces bâtiments remarquables, Jerash a été construite en tant que ville. Les architectes de l'époque ont dressé et suivi des plans qui avaient déjà fait leurs preuves dans d'autres villes antiques. Aujourd'hui, le site de Jerash est considéré comme l'un des sites archéologiques les mieux conservés de l'Empire romain. La ville à son apogée recouvre donc un site grec, mais elle sera elle-même recouverte par une ville byzantine avant d'être abandonnée. Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles, elle est en fouille et en restauration depuis 70 ans. Sur le Cardo Maximus, l'axe bordé des édifices les plus élégants de Jerash, le nymphée est une fontaine sacrée dédiée à Tyché, la déesse de la chance. À l'origine, l'ensemble était surmonté d'un demi-dôme. Sa présence et ses proportions monumentales caractérisent l'opulence de Jerash. Un véritable jet d'eau tombé en cascade au milieu des colonnes corinthiennes dans une grande vasque, puis dans divers bassins. Nous sommes au théâtre sud de la ville. Ce superbe édifice fut construit sous le règne de Domitien à la fin du 1er siècle. Quelques 4000 spectateurs y entraient par 2 portes munies de billets en terre en forme de rondelles. Seuls les hommes avaient le droit d'occuper les 29 rangs de gradins. Les places étaient repérées par des lettres grecques dont on devine encore la trace au premier rang.
Ce qui est impressionnant ici, c'est la maîtrise de l'acoustique à l'intérieur du théâtre. Le spectateur qui se trouve à la dernière rangée de gradins entend en effet aussi bien que celui qui se trouve à la première. Une incroyable prouesse acoustique. Le temple d'Artémis, l'autre temple de la ville donc, est un temple romain érigé en 150 sous le règne d'Antonin le Pieux. C'est le monument le plus important de la cité, d'abord parce qu'il s'agit du temple de la déesse tutélaire de Gérache, mais surtout par les proportions de l'édifice. L'ensemble de la construction s'étale sur près de 650 mètres de longueur. Et avec plus de 40 mètres de dénivelé, du point le plus bas au point le plus haut, une véritable mise en scène architecturale concrétise un parcours initiatique, symbolique et mystique. Les processions partaient de la rivière et montaient vers le Téménos. Le bâtiment possédait un portique de 12 colonnes corinthiennes dont la taille est si haute que les jours de grand vent, on en voit vaciller les fûts. 11 sont encore debout. Le temple d'Artémis était censé être le plus beau temple et le plus important de la Gérache antique, contenant des panneaux de marbre fin et une statue de culte richement décorée dans la cella. Rien n'était trop beau pour honorer la protectrice de la ville. Malgré le peu d'écriture existant sur l'histoire de Gérache, l'archéologie permet de démêler l'écheveau du fil du temps. Les scientifiques sont même remontés jusqu'à l'âge de bronze, où déjà le site était occupé. Car ici les hommes, génération après génération, ont laissé dans le sol et dans la pierre les traces voulues de leur passage, de la plus sobre à la plus exubérante. Le château de Chenonceau fait partie des châteaux communément appelés châteaux de la Loire, au temps de la Renaissance française, où la cour royale se déplaçait souvent dans cette région à l'abri de la capitale. Bâti en 1513 sur une base médiévale par Thomas Bohier et sa femme Catherine Brissonnet, embelli par Diane de Poitiers puis par Catherine de Médicis, sauvé pendant la Révolution française par Louise Dupin, il est ainsi surnommé le Château des Dames. Thomas Bohier et sa femme vont donc entreprendre de nombreux travaux, amorçant la transformation du domaine et sa mue vers ce que nous observons aujourd'hui. On accède au rez-de-chaussée par un escalier suivi d'un petit pont. Diane de Poitiers, la seconde femme importante de ce château, était confidente de François Ier et fut ensuite la favorite de son fils Henri II. Elle exerça une grande influence sur ce roi qui l'aima sincèrement, bien qu'elle eût 20 ans de plus que lui. Sous son règne de 1547 à 1559, elle bénéficia d'un grand nombre d'honneurs et de dons, dont notamment le château de Chenonceau. À la mort de Henri II en 1559, son épouse Catherine de Médicis va prendre sa revanche sur Diane de Poitiers, sa rivale, la favorite du roi. Catherine fait donc édifier sur le pont de Diane cette galerie formant un espace de réception unique au monde et donnant ainsi au château son aspect actuel. Longue de 60 mètres et large de 6, elle servait de salle de bal et fut inaugurée en 1577 lors des fêtes données par Catherine de Médicis et son fils Henri III.
Catherine de Médicis est une figure emblématique du XVIe siècle, mais son nom est irrémédiablement attaché aux guerres de religion opposant catholiques et protestants, et son rôle dans le massacre de la Saint-Barthélemy contribue à en faire une figure controversée. Une légende noire la dépeint comme une personne acariâtre, jalouse du pouvoir, ne reculant devant aucun crime pour conserver son influence. Mais aujourd'hui, on reconnaît néanmoins en elle une des plus grandes reines de France. Dans le corps de logis, 2 cabinets italiens du XVIe siècle ont été aménagés. C'est l'ancien cabinet de travail de Catherine de Médicis pendant sa régence, et l'on distingue au plafond les 2 C entrelacés du logo de Catherine. Par son mariage avec Henri II, Catherine de Médicis était devenue reine de France et la mère de 5 futurs rois et reines, François II, Charles IX, Henri III, Élisabeth d'Espagne et Marguerite, dite la reine Margot. Une pièce du château est dédiée aux 2 filles et 3 belles-filles de Catherine de Médicis. C'est la chambre des 5 reines. Sur les murs, on peut voir une suite de tapisseries des Flandres du XVIe siècle représentant le siège de Troyes ou le couronnement du roi David. Après la mort de ses 2 frères, Henri III accédera au trône de France et mettra ainsi fin à la régence de Catherine de Médicis. Les fastes continueront dans cette villégiature royale qu'est Chenonceau, et la cour aimera venir ici se montrer dans l'entourage du roi. Mais Henri III sera assassiné en 1589 et l'histoire du château va continuer à être marquée par les femmes qui en furent les bâtisseuses ou en seront les propriétaires. Parmi elles, Louise de Lorraine, la veuve du roi, dont la chambre au 2e étage porte le deuil de son mari. Elle vivra ainsi jusqu'à sa mort et sera entourée de religieuses qui avaient élu domicile à Chenonceau, transformant le château en une sorte de couvent. Mais la vie continue et grâce à ses fabuleux territoires de chasse, la cour va continuer à fréquenter le château. Le Salon Rouge a été redécoré à l'occasion de la venue de Louis XIV le 14 juillet 1650. Ce salon tendu de rouge possède une collection de portraits des XVIIe et XVIIIe siècles français. Parmi ceux-ci, le portrait d'apparat du roi Soleil par Rigaud et dont le grand cadre en bois sculpté et doré par Lepôtre est composé seulement de 4 énormes pièces de bois. Un portrait également de Madame Dupin qui sauvera le château durant la Révolution française et un magnifique tableau de Rubens montrant l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste. À côté, la chambre de Gabrielle d'Estrées, la maîtresse sulfureuse d'Henri IV. Les murs sont ornés de tentures dont les cartons sont de Lucas de Leyde et de Lucas van Neuvel. La cheminée, le sol, le mobilier, le lit à baldaquin sont Renaissance. Le château de Chenonceau compte 2 jardins principaux, le jardin de Diane de Poitiers et celui de Catherine de Médicis, situés de part et d'autre de la Tour des Marques. C'est la succession des différents propriétaires qui a donc donné au château la célèbre image que nous lui connaissons aujourd'hui. Serti de plusieurs jardins d'agréments fleuris à chaque saison, d'un parc et d'un domaine viticole, il est le monument historique privé le plus visité de France avec près de 850 000 visiteurs annuels, dont 40% d'étrangers.
détroit qui dessert Saint-Barthélemy nous rappelle que l'île a été suédoise durant 100 ans, en 1784. L'île avait été découverte par Christophe Colomb, qui l'avait baptisée ainsi en l'honneur de son frère Bartholomé lors de son deuxième voyage en 1493, et il la revendiqua alors pour l'Espagne. À l'origine, le nom caribéen de l'île était Wanalao. Dotée d'un sol pauvre et d'un climat très sec, elle n'offre aucun potentiel économique, mais demeure cependant un enjeu stratégique dans le nord des Petites Antilles, notamment de par son port naturellement protégé du carénage. Le port de Gustavia, la principale agglomération de l'île, est composé de 2 installations, le port de commerce à l'anse du public et le port de plaisance à Gustavia même. En 1648, l'île, abandonnée par le gouvernement espagnol qui n'en voit pas l'intérêt, est occupée par les Français qui viendront ici de manière discontinue. En 1784, la France échangera même l'île avec la Suède contre un droit d'accès aux navires français dans le port de Göteborg sur la Baltique. Les enjeux stratégiques de l'époque. Un siècle plus tard, en 1877, Saint-Barthélemy est rétrocédé définitivement à la France. Dans les années 50, le milliardaire David Rockefeller achète une propriété sur cette île cachée des Caraïbes et Saint-Barth, comme les gens disent ici, amorce alors sa transformation en une destination touristique haut de gamme. Ce développement touristique, qui est très récent, a mis fin à la pauvreté qui régnait dans l'île. Il en est le principal moteur. De la rétrocession de l'île en 1877 à une époque très récente, les services publics français ont été quasi absents de l'île, laissant ses habitants s'administrer eux-mêmes. Depuis 2007, Saint-Barthélemy est devenue une collectivité d'outre-mer avec plus d'autonomie. L'île poursuit ainsi sa bataille engagée pour une valorisation de son patrimoine et le respect de sa qualité de vie exceptionnelle, qui fait la fierté de ses habitants et la joie de ses visiteurs. La population de l'île s'élève à 9000 habitants, lesquels sont également et communément appelés les Saint-Barths. Ce sont en majorité les descendants des colons français, la population d'origine africaine ayant quitté l'île après l'abolition de l'esclavage en 1847. Saint-Barthélemy est une île des Petites Antilles françaises qui se situe à 230 km au nord-ouest de la Guadeloupe et à 25 km au sud-est de Saint-Martin. C'est une île montagneuse faite de roches volcaniques d'environ 20 km². Elle possède 32 km de côte. L'économie de l'île est essentiellement axée sur le tourisme de luxe et la construction. Saint-Barthélemy possède de plus le statut de port franc, c'est-à-dire sans douane, ce qui facilite certaines transactions et attire les capitaux. L'hôtellerie de luxe a posé ici une référence dans le domaine du haut standing. Il y a encore une 60aine d'années, Gustavia et ses alentours n'étaient qu'une petite bourgade composée de maisons décrépies entourant la rade. À cette époque, il n'y a que quelques bâtiments suédois en ruine, 2 ou 3 commerces et quelques habitations. Au début des années 80, pour faire face à l'afflux touristique, la commune s'engage alors dans l'aménagement des infrastructures portuaires et hôtelières. Et Gustavia devient ainsi, au fil des années, une véritable ville moderne dédiée au tourisme. Sur l'île, l'absence de ressources naturelles a condamné d'avance toute industrie, mais n'a pas désarmé la population qui est reconnue pour être de grande moralité, spirituelle et travailleuse.
Elle exporte du poisson, du sel, des travaux de paille et de l'indigo. Saint-Barth présente des côtes très découpées et de nombreuses plages de sable blanc font son succès. Ces eaux forment des terrains de jeu idéaux pour les amateurs de sports nautiques comme le jet ski, le kayak, le windsurf ou le surf et la plongée. L'île est entourée de nombreux îlets, parmi lesquels l'île Chevreau, l'île Coco ou l'île Fourchue, qui est un important mouillage de plaisance. Milieu naturel du littoral est aussi une richesse naturelle, avec notamment 51 espèces de coraux et des herbiers marins. Le tour de l'île étant bouclé en moins d'une demi-journée, ici on se repose, on se baigne et on fait quelques achats de luxe, mais de tifri. Un programme qui en vaut bien d'autres quand la nature est aussi belle. Saint-Barth, qui ne souhaitent pas voir leur terre prise d'assaut par des hordes de touristes, ont opté dans les années 1960-1970 pour la sélection d'une clientèle plus fortunée. Pour le moment, le choix porte ses fruits. Devenu un véritable paradis pour milliardaires, Saint-Barthélemy ne fait aucune concession, pour le plus grand bonheur d'un petit nombre de privilégiés. Jérusalem, en Israël, tient une place centrale dans les religions juives, musulmanes et chrétiennes. La vieille ville est entourée de remparts. On y entre à travers 8 portes prises dans la muraille. Elle est constituée de 2 quartiers à dominante arabe, appelés quartiers chrétiens et quartiers musulmans, ainsi que d'un quartier à dominante arménienne, orthodoxe, et d'un quartier à dominante juive. Dans la ville se mêlent donc de nombreuses religions, peuples et groupes socio-économiques. Pour les Juifs, Jérusalem a toujours été la ville sainte, mais elle est sanctifiée depuis des siècles par les chrétiens et les musulmans. Pas étonnant alors que Jérusalem attise les émotions, localement et mondialement. Car Jérusalem est bien plus qu'un catalogue de tranches d'histoire modernes et anciennes. Cette ville est aussi une photographie d'Israël avec une population venant des 4 coins du globe. Pour les chrétiens, la basilique du Saint-Sépulcre n'est pas une simple église. Il s'agit du sanctuaire englobant le lieu de la crucifixion de Jésus, ainsi que la grotte où le corps du Christ fut déposé après sa mort. À l'intérieur, la pierre de l'onction est l'endroit où le corps de Jésus fut préparé avant son ensevelissement. Le complexe cultuel abrite donc le rocher sur lequel aurait été plantée la croix. Avec le tombeau de Jésus, ces lieux sont considérés comme très saints pour une grande partie des chrétiens du monde entier qui y viennent nombreux en pèlerinage, et ce, depuis le IVe siècle. Le site du Saint-Sépulcre, après la mort de Jésus, était devenu un lieu de dévotion pour la communauté chrétienne à Jérusalem. Mais il fut enseveli et recouvert par la suite de terre sur laquelle on édifia un temple païen. C'est l'empereur Constantin qui ordonna vers l'an 325 que le site antique soit découvert. Et selon la tradition, l'évêque Macaire de Jérusalem lui révèle l'emplacement où fut crucifié et enterré le Christ,
et lui raconte le recouvrement miraculeux du tombeau lors des excavations. L'empereur entame alors la construction d'un vaste complexe chrétien. Les pèlerins rapportent les faits suivants en 333. Là, à présent, sur l'ordre de l'empereur Constantin, a été construit une basilique de beauté merveilleuse ayant à ses côtés des réservoirs d'où l'on tire de l'eau et un bassin à l'arrière où les petits-enfants sont baptisés. La province de Palestine gagne alors le nom de Terre sainte pour les chrétiens. Selon la tradition religieuse catholique, la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, est le chemin que Jésus a emprunté avant sa crucifixion. Le chemin de croix retrace toute l'histoire des derniers moments de Jésus depuis sa comparution devant Ponce Pilate, puis son jugement et son exécution jusqu'à sa mort et sa résurrection. On peut également visiter l'église Sainte-Anne, d'architecture romane. Selon l'Évangile, le Christ aurait guéri un paralytique sur ce site. La chapelle de la Flagellation fut construite, elle, sur un site érigé par les croisés. Elle est aujourd'hui administrée par les franciscains. L'église possède des vitraux remarquables représentant le Christ flagellé et Pilate se lavant les mains. Le pavement de la chapelle a été considéré comme faisant partie du sol sur lequel Pilate a posé son siège pour décider du jugement de Jésus et sur lequel Jésus commença à porter sa croix. On le voit, Jérusalem tient une place centrale dans la religion chrétienne. Mais ici, que l'on soit catholique, juif ou musulman, chacun vit à son rythme dans cette ville, certes très balisée, mais qui se mélange au quotidien. À l'est de Jérusalem, le mont des Oliviers est une colline qui englobe en fait deux collines. Pour les catholiques, le sommet du mont est le site de l'ascension du Christ, 40 jours après sa mort. C'est ici qu'il quitta ses amis et disciples. Le lieu est important pour les trois religions monothéistes. C'est aussi l'endroit où se trouve le plus ancien cimetière juif et aussi le plus grand du monde. Selon la tradition juive, le Messie toujours attendu, qui amènera la résurrection des morts, passera en premier lieu par le mont des Oliviers avant d'entrer dans Jérusalem. Ce sont donc les personnes enterrées en ce lieu qui seront les premières ressuscitées. Au pied du mont des Oliviers se trouve également l'église du sépulcre de la Sainte Vierge qui, elle, est orthodoxe. Elle appartient à l'église grecque et à l'église arménienne et abriterait, selon la tradition, la tombe de la mère de Jésus, Marie, et de Joseph, son mari. Dans un jardin proche des murailles, il semble qu'il s'agirait bien ici de la tombe où fut enseveli le Christ après sa crucifixion et d'où il ressuscita. Un lieu très saint pour les chrétiens. Jérusalem recèle en fait toute la jeunesse de la religion catholique mise à la disposition des pèlerins. Jérusalem est donc une ville cosmopolite et pleine de foi qui garantit un voyage dans l'espace et dans le temps. Elle est la capitale de l'État d'Israël et la plus grande ville du pays. Elle en est le symbole par ses paradoxes culturels et religieux.